de votre position d'écoute, les followers d'Info Brut Mali. Merci de nous honorer de votre fidélité et c'est un réel plaisir de prendre la parole sur votre chaîne dont vous êtes près de 288 000 à suivre assez assidûment la plupart des émissions prestige que l'on pose et impose sur cette chaîne via ce qu'on appelle généralement les réseaux sociaux et spécifiquement ici, c'est Facebook. Votre fidélité sans cesse renouvelée nous honore. Dans le cadre de notre présence sur ce plateau, nous aimerions suivre avec beaucoup de force la plupart des programmes que vous suivez, avec bien sûr notre cachet, notre spécificité que représente le panafricanisme. Nous sommes au Mali. Ibrahim Aïgonga, que vous verrez d'un instant à l'autre, il est à ma gauche. Également Roger Sessou-Kwasi, le président mondial du Comopa, basé dans un très beau pays africain qu'on appelle le Bénin, même s'il vit à quelques milliers de kilomètres de là, il est toujours par le cordon ombilical, n'est-ce pas, de nos ancêtres angélisés. Il est très proche de l'Afrique et y revient de temps en temps. Votre fidélité nous honore. Merci de nous suivre de votre position. Roger Sessou-Kwasi, merci d'être là. Merci. Merci d'être au Mali. Merci. Bienvenue. Merci. Alors, qu'est-ce qui marque Roger Sessou-Kwasi de cette présence au Mali? C'est une première? Oui, vraiment, c'est une première. Je crois que on était déjà marqué depuis nos résidences respectives. De par les événements que l'État malien a connus et ensemble avec les autres États du Sahel. Et je crois que nous étions marqués et c'était quand même un projet pour nous d'y être. Et nous voici. Avec nos idées, avec tout ce qu'on peut donner comme contribution pour que la marche vers la libération totale du continent puisse véritablement partir d'ici. Merci beaucoup. Je répète pour que ce soit clair pour tout le monde, même si le prompteur va mettre cela en évidence. Il s'appelle Roger Sessou-Kwasi, c'est le président mondial du Comopa, où il reviendra. Nous sommes trois dans notre beau studio. Nous passons de suite à Ibrahim Kinto, que j'appelle affectueusement Aïgonga. Il vient chez Followers du Tchad. C'est un mathématicien pur, c'est un anthropologue. C'est quelqu'un également qui connaît assez bien le Mali. Aïgonga, merci d'être là. Merci. Bienvenue chez toi. Bienvenue chez moi, oui. Alors, le Mali, c'est... c'est le deuxième appel que le Mali m'a fait. En 93, avec la jeunesse panafricaniste, nous sommes arrivés de Dakar dans une caravane, et on est resté, et je suis resté 10 ans. 10 ans. Oui. Où j'ai contribué à beaucoup au développement du Mali. J'ai occupé des postes aussi importants que je n'ai jamais occupés au Tchad. Par exemple? Ici, par exemple. Mais par contre, au Tchad, Ibrahim Aïgonga a été coordonnateur du PNSA. Oui, coordonnateur national du programme de sécurité alimentaire. Et même si c'était pendant quelques mois, oui. Mais ça a quand même percuté. Il y a eu au Mali d'autres... Oui, au Mali, je me suis occupé de la stratégie américaine de l'USAID pour la CEDEAO. J'ai écrit le West African Regional Programme. J'ai posé les bases de ce document pour l'intégration ouest-africaine financée par les Américains. J'ai aussi été chef du bureau national de OCHA pour la crise en Côte d'Ivoire. J'ai été au projet conseiller allemand pour le ministère du Plan. Et j'ai enseigné à l'ENA. J'ai été journaliste à Djamana, journaliste au Républicain, où j'animais les pages économiques. Depuis un peu plus de 72 ans que nous sommes là, est-ce que Ibrahim Aïgonga se retrouve notamment en Djamana? Est-ce que ça... Je n'arrive pas à me retrouver parce que, vous savez, j'ai contribué à la création de la Banque de l'Habitat du Mali. Oui. Et je remercie Bakary Konidba Traoré qui a pu accepter les idées
que je lui ai proposé. Je remercie aussi le président Alpha Oumar Konaré qui a accepté l'idée de la banque. Et cette banque-là qui a transformé Bamako. Donc je suis arrivé, je ne me retrouve plus. Peut-être également le Mali dans son ensemble. C'est ça, peut-être qu'ils sont allés à Sikasso, ils sont allés dans d'autres régions pour construire les villes. Mais moi, je ne me retrouve pas. Il faut que j'aille à Bamako, avoir les repères avant de commencer à savoir où est-ce que j'étais. Et donc, Ibrahim Agonga a aussi laissé 2 enfants ici. Et j'ai mes filles qui sont là. Ils ont grandi. Ils ont grandi. Ouais. Et ils sont là, c'est des Maliennes. Ils connaissent même pas un mot tchadien parce qu'ils n'ont jamais été au Tchad. Pas de Bambara mieux que moi. Exactement. Hein? Donc voilà, je suis malien. Mais c'est pour la deuxième fois que le Mali me fait appel. Parce que quand on était arrivé pour la première fois, on espérait, avec le régime de Alpha, qu'on allait faire de grands bouleversements. Ça n'a pas été le cas. Je suis resté très proche de Alinoum Diallo. Et donc, mais cette fois-ci, les conditions sont réunies. C'est pourquoi nous sommes arrivés. Hein? Parce qu'on ne peut pas rester sourd à l'appel à tout ce que ces peuples veulent, surtout le peuple du Sahel, avec de grands changements qui sont en train de voir. Moi, j'ai compris que j'ai un rôle à jouer ici. Ce rôle que j'avais essayé ici, mais ça n'a pas pu porter parce que politiquement, les gens n'étaient pas préparés. Mais je crois que cette fois-ci, les gens sont politiquement présents et ils ont besoin des compétences que nous avons, surtout sur les questions monétaires, financières, bancaires, sur les questions de l'agriculture mécanisée, irriguée, c'est-à-dire la maîtrise de l'eau. Voilà à peu près notre présence touche tout ce domaine. Notre approche, notre présence ici à Bamako, c'est pour soutenir les actions que ce gouvernement est en train d'entreprendre, cette action que le Sahel, l'AES est en train de vouloir entreprendre, parce que s'ils ne réussissent pas, c'est toute l'Afrique qui va échouer. Et donc c'est pourquoi il faille nécessaire de relancer le nouveau Liptako Gourma. Absolument. Tous les intellectuels africains doivent arriver comme au temps de Sékou Touré, où les étudiants avaient abandonné les campus pour venir soutenir comment il s'appelle le président de Guinée, Sékou Touré. À l'époque. Je crois que les mêmes actions doivent être faites pour ces 3 pays de l'AES là, pour qu'ils n'échouent pas. Voilà. Que nos ancêtres angélisés puissent t'entendre et que l'Afrique, effectivement, puisse avoir son véritable indépendance. Roger Sessou-Kouassi. Rebonjour une fois de plus, ou bon après-midi ou bonsoir, selon l'heure que vous allez suivre cette émission, chers followers, sur Info Brut Mali. Alors, président mondial du Comopa. Comopa, président mondial. Ça veut dire que quoi, concrètement, Comopa? Comopa s'entend Conseil mondial du panafricanisme. Et donc, c'était... Qui est basé au Bénin, dans le... Oui, le siège au Bénin, précisément au Ouidah, historique du Bénin. Mais c'est un parcours. C'est un parcours qui a connu jour bien avant sa naissance. Roger Sessou-Kouassi, une question me brûle les lèvres. Et les followers d'Info Brut Mali ne peuvent que, n'est-ce pas, aller dans mon sens. Le Bénin n'est pas un pays qui semble s'éveiller dans ce qui semble nous intéresser. On va dire le Bénin rame à contre-courant. Alors, comment ce siège de Comopa, basé au Bénin, un pays qui librement, pour le moment, a choisi son camp, et le Comopa au Bénin, est-ce que ça ne va pas trop à l'encontre? Est-ce que Roger Sessou-Kouassi et les autres éléments du Comopa ont des soucis, peut-être menacés au Bénin? Comment ça se passe globalement quand un gouvernement semble ne pas suivre la voie qui s'impose à l'Afrique pour créer, n'est-ce pas, notre véritable libération? Alors, je peux dire que Comopa est une structure qui a survécu à beaucoup de gouvernements. Et une structure qui reste toujours imperturbable. Parce que nous, à Comopa, c'est la science. C'est la pédagogie. Donc, allez voir ce que nous avons comme contenu vous permet de comprendre que, le gouvernant fera ce qu'il veut, mais le monde de la science fait son chemin.
Et nous sommes là d'ailleurs, pourquoi? Parce que nous avons un contenu que nous voulons partager avec nos frères du Mali. Et donc, vous savez, nous n'avons pas le pouvoir politique, mais nous avons le pouvoir, comment on appelle, de la connaissance. De la connaissance, voilà, de la connaissance spirituelle et même mystique. Éthique. Et cela nous permet quand même d'être tranquilles, quelle que soit la volonté du gouvernement en place ou celui qui viendra. Nous savons que le Bénin, l'Afrique fera son chemin. Et à ce niveau, le Comopa, donc, qui travaille depuis longtemps, à peu près combien d'années déjà? Depuis 2007. Depuis 2000, oui, voilà. Depuis 2007. Depuis 2007, le premier congrès, mais avant, nous avions déjà des structures qui travaillaient. On est allé au congrès pour structurer le Comopa, mais en réalité, à travers l'Institut de développement et d'échange endogène, nous avons fait un parcours qui, aujourd'hui, porte tout le poids de Comopa. Depuis, on va dire, 35, 37 ans? Oui, depuis 30 ans minimum. Le Comopa se bat, les projets pratiquement qui restent dans les casiers, et dont beaucoup ne sont pas encore implémentés sur le terrain de l'Afrique, n'est-ce pas, ce vaste continent. Est-ce que c'est ce qui également essaie de s'attendre et de justifier votre présence par rapport à l'ouverture de l'AES totalement concentrée et focalisée vers l'émergence au panafricanisme? Nous voyons que les conditions sont réunies ici. Et nous pouvons... Ici au Mali, oui. C'est la même chose au Burkina. Au Niger, nous avons un contenu qui peut intéresser. Okay. Parce que je disais tantôt que au Comopa, c'est la science, c'est la pédagogie. Vous voyez, le professeur Kimto, il est passé par là. Tout à fait. Il est passé comme beaucoup d'autres professeurs qui sont des génies aujourd'hui, qui sont passés par là, qui ont travaillé et ils ont mis au devant la science et l'éducation. Ouais, donc, tous les 2 ans, nous avons un colloque. Mais entre 2 colloques, nous avons ce que nous appelons l'université de la pertinence. Où c'est l'afro-optimisme qui est dispensé comme cours, où nous avons l'immersion culturelle. Et les étudiants qui passent là, ceux qui sont en fin de formation, viennent apprendre ce qui n'est pas dit dans les écoles et universités en Afrique. Et donc, je pense que Comopa est dans son rôle de produire de la science et de donner de contenu aux mouvements qui naissent aujourd'hui. Donc, ce n'est pas le panafricanisme d'aujourd'hui. Nous existons depuis toujours et nous pensons que l'Afrique peut aller de l'avant lorsqu'il a un contenu concret pour la jeunesse et pour les peuples africains. Aïdonga, Comopa, 2007 par là. Et jusqu'à ce jour, un professeur, je me permets, cher follower, de tutoyer ce monsieur que je connais au Tchad, j'y vis. Je suis également journaliste panafricaniste et c'est un honneur d'avoir des sommités pareilles sur ce plateau prestige, Info Brut Mali. Merci une fois de plus à Bokoum qui très vite, en complicité avec Anissé, a compris l'impact de porter ce message, liker, n'est-ce pas, n'oubliez pas, et commenter, posez-nous des questions. Très probablement, n'est-ce pas, Roger Sessoukwasi sera en déplacement, en mouvement pour ses activités professionnelles. Le professeur Kimto et moi, nous sommes là sur cette terre bénie du Mali. On parle de Charlemagne et son éducation via l'école, mais je vous assure, les choses commencent réellement à s'imprégner et à se mettre en phase à partir du Mali. Je sais exactement de quoi je parle. Et pour ceux qui suivent un peu l'actualité, qui font des recherches, oui, l'Afrique est pratiquement à la base de tout ce qu'il y a comme essence et comme essor à travers le monde. Il est temps de mettre les points sur les i et les i tréma en donnant au gouvernement qui a décidé de projeter l'histoire vraie de l'Afrique, de notre très beau continent, pour que le monde puisse très vite prendre possession et savoir qui est qui et qui fait quoi. La grande bibliothèque d'Alexandrie est partie en fumée, mais je vous assure, les traces sont là.
pour mettre tout ce qu'il faille mettre en évidence. Alors, Ibrahim Aïgonga Kimto, j'adore l'appeler Aïgonga, on commence par quoi quand on est anthropologue, quand on est chercheur? C'était chercheur 3XL. Et comme disait Roger, c'est sous quoi-ci, statisticien, mathématicien brillant. Et on se retrouve encore au Mali, économiste, etc. J'ai eu la chance de voir le téléphone de suite, le numéro inscrit au Mali, un numéro local. Le téléphone sonne, ce sont des souris, ce sont des souvenirs qui... le professeur compte sur quoi et va commencer par quoi pour établir la vérité par rapport à l'AES qui se met en phase, le Burkina Faso, on le disait tantôt, le Mali et le Niger. Qu'est-ce qu'on viendra découvrir dans les multiples conférences dont en tenté Roger Sessoukwasi sera en direct avec nous via tout ce qui est technologie, etc. Professeur Ibrahim, une fois de plus, merci d'être là. Merci. Le début sera quoi? Le début de cette genèse ou le début de cette seconde renaissance de votre présence sur la terre malienne? Merci. D'abord, il faut revenir sur pendant la création de Komova, comme Roger l'avait dit. C'est vrai. Le travail, déjà ici en 93, quand j'étais arrivé au Mali, on avait déjà travaillé sur le panafricanisme. Et on était venu au secours du gouvernement d'Alpha Oumar Konaré à l'époque. Et c'est pourquoi je suis resté 10 ans. Ceux qui me connaissent savent ce que j'ai fait ici. Mais après, j'ai quitté ici pour repartir au Bénin, où j'ai fait mes études. Où Honoré Aguessi, qui nous a motivés, qui nous a organisés à fonder, à créer le Komopa. Il avait déjà fondé l'idée Institut pour le développement des échanges endogènes. Et tout le monde est convergé chaque 2 ans au Mali. Et c'est au Bénin. Au Bénin. Et donc, c'est à ce moment-là, en 2007, on a créé Komopa. Et Komopa, on a mis l'accent, parce que il avait invité presque 17 économistes, hein. Et j'avais pris la parole pour le premier à prendre la parole. Mais je crois, après moi, aucun économiste n'a pris la parole. Et c'est là où on a posé les questions monétaires. Et ces questions monétaires, je l'avais déjà posées ici au Mali, et avec un document que j'avais envoyé à Mohamed El Gaddafi. Et c'est après ça que Gaddafi a lancé l'idée de la monnaie unique africaine. Nous sommes en quelle année? Nous sommes en 1999. Je venais de finir à la tête des postes de Regional Strategic Team de l'USAID Mali, où j'étais économiste régional de l'USAID pour la CEDEAO. J'étais en fin de mandat, et donc j'ai dit qu'il fallait penser à l'Afrique. Et à l'USAID, j'ai travaillé pour manger. C'était pour manger. Être autonome financièrement. Donc, à Bamako, quand on était arrivé au Bénin, à Ouida, on avait invité une Noire américaine qui était l'ambassadrice des États-Unis au Bénin. Personnel. Elle est décédée. Elle s'appelait Gaëlette Brown, une Noire américaine. Après, elle est venue au Burkina, je crois que c'est à partir du Burkina qu'elle est tombée malade, elle est morte. Et donc, cette dame a assisté à ma présentation des questions économiques monétaires, et il a su que j'ai maîtrisé l'économie américaine. Après, il m'a donné la l'accolade. Et quelques mois après, Obama était président. Et Obama a hérité une crise financière. Les banques devraient aller en banqueroute. Et cette dame m'a appelé. Il dit, tu connais l'économie américaine, qu'est-ce que tu fais? Obama échoue, ça va être une honte pour l'Afrique. Qu'est-ce que tu lui proposes? Et c'est comme ça que j'ai fait un plan de redressement des banques américaines. Et j'avais seulement dit que chaque banque remette ses actifs financiers à la Federal Reserve Bank, qui est la banque centrale américaine, et que la banque centrale mette des besoins à la disposition de chaque banque. C'est ce qu'Obama a fait. Et ça a marché. Donc, sur les questions monétaires, quand on a lancé avec Gaddafi, c'est ici au Mali que j'avais posé le plan d'action de Lagos, le discours de Nkrumah en 63.
disait qu'il faut une monnaie unique africaine, qu'il faut une défense commune, qu'il faut une diplomatie commune, qu'il faut une citoyenneté. Et le Mali était toujours dans ce sens. Le Mali est toujours prêt à céder une portion de ses prérogatives nationales pour l'unité de l'Afrique. Et nous avons entendu ce message de Modibo Keïta, et jusqu'à aujourd'hui, les Maliens restent fidèles à ça. Mais je vous dis, la renaissance africaine, on ne va pas la bâtir avec les théories économiques que nous avons appris à l'école. Je vous donne un exemple très simple. Quand j'étais étudiant au Nigeria, le Naira valait 3 $. Le dollar zimbabwéen valait 4 $ américains. Le Zimbabwe, le Nigeria, l'Égypte, l'Algérie, l'Afrique du Sud, le Soudan, la Guinée. Le Mali avait fait sa monnaie, il a regagné l'autre là. Pourquoi? On va expliquer ça. Donc, on a escamoté nos formations monétaires. Les plus grands économistes formés dans des universités américaines ont été incapables, sont incapables jusqu'à aujourd'hui de redresser les valeurs de leur monnaie. Et le Nigeria, quand j'étais étudiant, 1000 naira, vous achetez une voiture Volkswagen. Nous sommes en quelle année? Nous sommes en 82, 81, 82. 1000 naira égale une voiture Volkswagen. Et cette fois-ci, nous sommes... 1000 naira, vous ne pouvez pas acheter une bière au Nigeria aujourd'hui. 1000 naira, n'achète pas une bière. Et il y a des... Peut-on, Ibrahim, professeur Ibrahim, expliquer ce genre de gringolade? Pourquoi nos monnaies, c'est le cas au Zaïre, ex-Zaïre, Oui. de Feu-Mobutu, il y a deux raisons. c'est ça. Beaucoup de pays qui ont tenté, bon, on sait qu'il y a la mainmise d'un pays connu, bleu, blanc, rouge, qui passe le temps à phagocyter la plupart. Et donc, je n'ai pas parlé des pays francophones parce que il faut pas croire que les économistes francophones sont meilleurs que les économistes anglophones. Non, nous sommes très médiocres par rapport à ces gens-là. Mais toutes nos formations économiques, monétaires, financières ont été escamotées. Donc, que tu sortes d'une meilleure école, le résultat va être le même. Si le franc CFA égal à zéro. Le franc CFA est fort par institution. On a imposé le taux de change, alors qu'on conseille aux autres d'évaluer. Et effectivement, il y a deux raisons qui ont fait qu'on fait de mauvaises gestions monétaires. C'est le politique. Les politiques qui imposent le planche à billets pour les pays à monnaie nationale. Et cette même politique impose les contractions monétaires dans la zone CFA. Parce que on vous empêche d'avoir la quantité de monnaie qu'il faut pour pouvoir pousser l'économie. Ailleurs, les autres, quand ils sont dans le besoin, ils créent de nouveaux billets. Ils appellent ça le printing machine, la planche à billets. Et c'est ça qui affaiblit ces pays, l'autre là. En 90-12, j'étais au Zimbabwe pour les recherches monétaires. Je crois que c'est dans ce livre que vous avez vu. Et d'endogénéité de la vitesse de la monnaie. De la vitesse de la monnaie. Voilà, déjà, donc. Écrit en quelle année, Ayunda? J'ai écrit ça en 2015. 2015. Oui. Et donc, c'est les conclusions de mes travaux de recherche sur les pays de l'UEMOA et les pays à monnaie nationale. Et donc, j'étais au Nigeria, au Zimbabwe. Et donc, du Zimbabwe, pendant la fin de mes recherches, j'ai réuni les autorités des banques centrales. Je leur ai dit, à l'allure où vous allez, d'ici 2, 3, 4, 5 ans, vous n'aurez plus de dollars zimbabwe. Et ça s'est passé. Donc, nous avons quelque chose de spécial à donner. Avec la permission de nos followers, Merci. bien entendu, pour permettre également au président mondial du COMOPA de s'exprimer sur ce plateau. Les activités, les perspectives du COMOPA au niveau global mondial essayent d'aller dans les sens de propos que tient depuis environ 5 minutes le professeur Ibrahim Kimto sur ce plateau d'Info Brut Mali. Alors, je disais tantôt que IDE, Institut de développement et d'échange endogène, a été le cadre d'enfantement de COMOPA. Et donc, tout ce qui touche à l'endogénéité est une matière que nous traitons à COMOPA et que même des personnalités qui travaillent, qui font des propositions innovantes, comme le cas de Kimto, professeur Kimto, ils sont passés par là. Ils ont
renforcer leurs connaissances à travers les enseignements du professeur Nora Gessi et beaucoup d'autres. Parce que quand on parle du professeur Nora Gessi, n'oublions pas aussi Moustapha Diabaté, qui est un célèbre inventeur. Professeur. Oui, le célèbre inventeur que nous appelons chouchou de l'Afrique, à travers sa science, la science de l'indicamétrie. L'indicamétrie qui serait la science des sciences indicatives, qui peut même arriver à donner des valeurs numériques énergétiques sur chaque plante, chaque espèce, chaque chose de la nature. Même un individu. Donc, ouais, un peu comme beaucoup d'autres dans l'agriculture, le travail sur le mode de vie agricole des Africains est mise, disons, sur la table de façon scientifique, et nous avons des propositions concrètes aujourd'hui pour que l'Africain, le Béninois, le Camerounais et tous les autres peuples, l'Afrique malien, le Burkinabé, etc. Donc, voilà, donc, pour donner ce contenu au projet de l'AES, je crois que Komopa a un rôle. Komopa a un comité scientifique élargi, pluridimensionnel, qui peut apporter des contenus sérieux à ce que fait nos jeunes qui sont au premier plan dans la lutte panafricaine. Et donc, voilà, et je ne sais pas si le temps nous permet, on pourra aller dans les détails sur chaque aspect de ce que fait Komopa en ce moment précis. Mais je crois que même notre mariage avec l'Institut Anija, du professeur Omotoundé, l'explique bien parce que personnellement l'explique bien parce que c'est un génie aussi qui a produit de la connaissance. Et qui est parti trop tôt. Trop tôt, qui a produit de la connaissance que les Africains doivent connaître, la jeunesse africaine doit connaître. Voilà. Par exemple, nous sommes en présence de l'un de ses livres. Il a beaucoup produit. Cosmogenèse. Production intellectuelle. Cosmogenèse kémite. Kémite ici chez les téléspectateurs qui veut dire noir, car de l'Afrique du Nord au Mali, en passant par l'Afrique du Sud au Pape, nous étions pratiquement tous blacks. Il y a beaucoup de thématiques à mettre dans le panafricanisme et nous espérons que notre séjour ici au Mali, en fait, ça pourra permettre que nous puissions apporter notre modeste contribution dans cette lutte assez vaste. C'est pour cela que je ne cesse de le dire. Je pense que c'est la deuxième ou la troisième fois. Veuillez m'excuser si cela vous dérange un tout petit peu. Likez, commentez et partagez. Infobrut Mali, nous sommes à l'entame de notre programme de ce jour en compagnie de Roger Sessou Kwasi. C'est le président mondial du Komopa. Il sera également avec nous en relève via tout ce qui est nouvelles technologies, réseaux sociaux, etc. Il bouge d'un instant à l'autre pour continuer, n'est-ce pas, à produire intellectuellement et à remplir son contrat par rapport à son travail au quotidien. Entre-temps, Ibrahim Kimto Aigonga et moi, nous sommes là pour n'est-ce pas, continuer à vous servir par rapport au panafricanisme qui est assez vaste et diversifié, vos commentaires, etc. Et ça va nous guider, nous aider. Il y aura des conférences, il y aura des débats, il y aura des échanges. Nous sommes également là pour rencontrer les autorités. Etc. Alors, professeur Aigonga, la science est née en Afrique. Absolument. Je préfère m'arrêter là. Très peu le savent. Hein. Absolument. Il faut être un égyptologue pour pouvoir le comprendre. Il faut aussi être un vieux de la tradition pour le comprendre. La science est née en Afrique. Les mathématiques sont nées en Afrique. Les physiques en Afrique. La médecine. La médecine. Et moi, je suis mathématicien, pas qu'on m'a formé. Déjà à 12-13 ans, j'ai sorti des théorèmes. À 12-13 ans? À 12-13 ans. J'étais au collège. J'ai sorti un théorème.
J'ai démontré que ce qu'on a dit un théorème était un axiome était un théorème. Je l'ai démontré. Mais Ibrahim Aïgonga, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes, je préfère parler de ceux qui ont pris de l'âge. C'est ça. Roger Sessou-Kwasi sur ce plateau, comme Ibrahim Aïgonga, oui. qui n'ont même pas un tout petit peu dévié de cette lutte. Pourquoi on y reste, malgré le fait qu'il n'y a pas des grands médias tels que RFI, Radio France Intoxication, qui nous bourrent des conneries en longueur de journée, ou les autres, France 24, je m'en foutisme, etc. Mais pourquoi rester dans ce combat quand malheureusement on semble... Bon, Infogroup Mali est là, c'est ça. Et on nous reçoit aujourd'hui. Merci, n'est-ce pas, à beaucoup, c'est ça? Beaucoup. Merci à lui. Et vous savez, on ne peut pas sortir de la science. Quand vous êtes dans la science, malgré les difficultés, vous allez rester dans ça. Professeur Aïgonga, il y a les sciences du mensonge. Mais ça, donc, ce n'est plus la science. Voilà. Quand il y a la science du mensonge, ce n'est plus la science. Le mensonge semble avoir beaucoup plus pignon. Oui, mais c'est ça. Mais après un certain moment, ils se retrouvent. Ils sont limités. Alors donc, quand on est dans la science, on ne peut que rester dans ça. Parce que c'est la vérité et on a toujours envie de faire découvrir cette vérité à tout le monde. Et je vous dis, c'est pour la deuxième fois, le Mali a fait appel, le Komopa est venu à l'appel du Mali. C'est pas que le Mali a fait appel au Komopa, mais c'est le Komopa qui est venu à l'appel du Mali. Et nous sommes arrivés, parce que Amilcar Cabral disait, si tu n'as pas un plan pour donner à manger, il faut pas libérer le peuple. Ouais. Amilcar Cabral, qui était le combattant de libération de la Guinée, Bissau, le Cap-Vert et les îles du Cap-Vert, il a dit cela. Donc, maintenant, les autorités maliennes ont libéré le Mali et nous sommes arrivés pour leur donner le plan pour qu'ils donnent à manger à la population parce que nous créons que s'ils traînent les pas, la jeunesse se révolte. Ibrahim Aïgonga, est-ce que ce sont, excusez-moi, chers followers, est-ce que ce sont des plans infaillibles? Est-ce que les plans ont eu le temps de faire leurs preuves? Oui. Ces plans, je vous dis, nous travaillons sur 3 équations. On a dit les 3 lois mathématiques de gouvernance de la Renaissance africaine. Il y a l'équation du budget de la ménagère. Dernièrement, le gouvernement sénégalais, quand le Covid était arrivé, le gouvernement du Sénégal a fait un don aux ménages, mais pas de manière scientifique. Nous avons l'outil pour ça. L'ajustement du revenu de la ménagère doit être le souci principal des autorités de l'AES, du Mali. Nous avons une loi mathématique. Elle ne se trompe pas. Quand il y a inflation alimentaire, vous arrivez sur le marché, le prix des aliments qui craignent dans le condiment de la ménagère augmente, l'autorité doit réagir. Nous avons une loi qui permet aux autorités de voir clair. De réajuster. Vous savez, l'entreprise, une deuxième loi, c'est l'équilibre du budget de l'entreprise. C'est l'équilibre au sein des entreprises. L'État, il appartient à l'État de préparer l'environnement pour que les entreprises, c'est elle qui crée la richesse. C'est l'entreprise qui crée la richesse. Aujourd'hui, nos États tuent les entreprises de TVA, des taxes sur les chiffres d'affaires, des taxes sur les salaires, des taxes sur le profit, des taxes sur la valeur ajoutée. Donc, tout ceci fait que nos entreprises ne progressent pas. S'étouffent. Or, c'est l'entreprise qui est à la base de la création des richesses. La somme des valeurs ajoutées des entreprises, c'est ça qui fait le progrès. On revient à la jeunesse. J'arrive obligé d'en parler. C'est ça. Est-ce que c'est possible de mettre tout cela en exergue, puisque c'est ça comme absolument. J'arrive sur l'entreprise. Maintenant, il y a la 3e loi, qui est la théorie quantitative de la monnaie, qui est une invention des Égyptiens noirs. Des Égyptiens Kémites. Et quand vous allez à l'université aujourd'hui, on enseigne cette équation à 4 variables, une hypothèse. Alors que les Égyptiens l'enseignent à 6 variables, 7 postulats, 3 théorèmes. 3 théorèmes. 2 théorèmes de Mohamed El-Gaddafi sur la répartition et un théorème comptable de Monique Anson-Méré qui fut mon maître. Ouais, problème. Ce théorème-là permet de porter
de donner les meilleurs conseils à ceux qui prennent la décision sur les questions monétaires. Et je vous dis, c'est pas avec la vieille théorie qu'on nous enseigne à l'université là qu'on pourra accompagner. C'est pourquoi les autorités hésitent jusqu'aujourd'hui. L'AES pourquoi l'AES n'a pas encore déclaré sa monnaie? Posez-vous cette question. Ils sont prudents, ils sont en train de voir. Ils observent. Ils observent. Parce que je vous ai donné l'exemple du Nigeria, qui a les grands économistes formés à la London School of Economy, à la Massachusetts Institute of Technology, à Harvard. Ces économistes anglophones, là où ils sont formés, nos économistes francophones n'ont pas mis pied. Et c'est les meilleurs, on a dit que c'est les meilleures écoles. Mais regardez les résultats monétaires au Nigeria. Catastrophique. En Sud-Afrique, au Zimbabwe. Mugabe, c'est le chef d'État le plus gradé en diplôme. Mais il n'a pas redressé la monnaie des dollars zimbabwéens. Pourquoi? Le RDC, les meilleurs professeurs d'économie en RDC. Aujourd'hui. Non, c'était le Zaïre. Le Zaïre. Le démocratique du Congo. Mais je te dis que, et j'ai discuté de ça avec le président, ce qu'il s'est dit. J'ai dit, mais pourquoi vous n'utilisez pas le franc guinéen, le dollar? Vous arrivez aujourd'hui à Kinshasa, on va vous parler de dollars. Même on vous demande le dollar, on ne vous demande pas le franc guinéen. Ou la République démocratique du Congo. Ce n'est pas le seul pays au monde à utiliser le dollar. Non, mais vous avez une monnaie. Pourquoi le dollar, c'est pour faire les échanges externes. C'est pas pour distribuer, acheter des choses au niveau local. On a besoin de devises. Les maisons, voilà. Au marché, tout ça. Ça, c'est une confusion. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Et donc, c'est pour vous dire que le domaine monétaire reste à faire. Il n'y a pas un économiste africain qui va se placer devant moi pour me dire qu'il maîtrise la monnaie. C'est un peu prétentieux C'est pas prétentieux. C'est pas prétentieux. Il n'a qu'à venir. S'il me dit qu'il maîtrise la monnaie, je vais lui dire qu'il ne maîtrise pas la monnaie. C'est pas les... Igonga maîtrise tous ces théorèmes, tous ces... C'est les mathématiques qui parlent. Ce sont les mathématiques qui parlent. Que ce soit les trois lois là, les ménagères, l'entreprise, l'État. L'État dont la mission est de préparer l'environnement pour que les entreprises prospèrent, pour que les ménages mangent bien. Ils mangent la qualité et la quantité. Ça, c'est le rôle de l'État. Voilà les trois lois. C'est pas les fonctions de consommation de Keynes. Non. C'est pas ça, ça ne nous concerne pas. De Douglas. Hein? C'est pas la fonction comme Douglas. Comme Douglas, on dit que pour produire, il faut l'homme et la machine. Mais la matière première qui détermine la formulation du produit, de la production, où est-ce qu'elle est? Voilà le mensonge qu'on enseigne à l'école. Et donc, nous devons quitter cela. La science, tu as dit que les mathématiques sont nées en Afrique. Et c'est l'occasion de le prouver. Je vous dis que ce que je vous dis, on ne m'a pas enseigné. C'est une découverte. Je suis africain et les dieux vous donnent ça. Inspire Ibrahim Aïgonga. Roger, ce fois-ci, on s'en rend compte, président mondial, chef Followers du Pomopa. Alors, Aïgonga, dans son domaine, professeur, rentre là dans le panafricanisme scientifique, carrément. Hein. Nous sommes... Oui, en fait... comme l'a si bien dit, l'économie ne peut qu'être anthropologique. C'est ça. Et doit se baser sur les réalités du terrain. Notre vécu au quotidien. Voilà. Et donc, il a bien appliqué sa science au contexte africain, puisqu'il est africain lui-même. Et donc, je ne crois pas qu'il n'est pas sur la bonne voie. Et croyez-moi, ceux qui passent par idée sont bien inspirés. Je vous ai raconté du cas du professeur Moustapha Diabaté il y a quelques minutes. Voilà, quelqu'un qui est passé par l'idée et il est resté à l'idée jusqu'à aujourd'hui. Il est de certain âge, mais il produit de la science. Et ils sont beaucoup qui travaillent et qui forment le comité scientifique du Pomopa en ce moment. Et ce sont ceux-là qui vont donner la voix scientifiquement à tous les mouvements qui se déclarent panafricains d'aujourd'hui. Parce que la question du Pomopa n'est pas d'aujourd'hui, n'est pas d'il y a 10 ans, 15 ans. Non, on a bien commencé le travail depuis près d'une trentaine d'années. Et
nous sommes là. Et ce que je peux dire aussi, nous formons les jeunes. Nous formons les jeunes, puisque l'a dit aussi Cheikh Anta Diop. C'est la jeunesse qui doit être pétrie de connaissances. Je prends au mot les propos du président mondial du COMOPA, avec la permission du professeur Ibrahim Kinto Aïgomga. Roger Sessoukwasi garde la parole. Globalement, on parle ici à la jeunesse qui se pose des questions, même quand on est plus jeune. C'est quoi effectivement le panafricanisme? Ou tout ce qui termine par isme, là, c'est quoi le panafricanisme? Alors, en fait, le panafricanisme, c'est un mode de vie. Vous savez, il faut reconnaître que c'est à travers les luttes de libération des esclaves, c'est-à-dire des personnes réduites en esclavage, que nous avons connu le panafricanisme. Et cela depuis 1791, où une femme a décidé de réunir tous les Africains, toutes nationalités confondues, qui tous étaient des esclaves. Pour dire, mais retrouvons-nous, trouvons les moyens de nous libérer. Et lorsque le blanc va arriver, ne dites pas que vous êtes Togolais, vous êtes Béninois, vous êtes Malien, vous êtes Burkinabé, vous êtes Africain. Et quand on parle du panafricanisme, voilà l'essence du panafricanisme. Ce n'est pas en fait un mouvement de lutte de façon perdue où chacun... Non, c'est un mouvement. Un mouvement bien parti à travers une analyse profonde de la condition des Africains, qui a fait un parcours. Aujourd'hui, nous parlons du panafricanisme scientifique, aussi parce que c'est... Non, c'est pas aujourd'hui. Les Marcus Garvey. Oui. Si vous voyez le contenu du discours de Kwame Nkrumah, là, c'est récent, mais c'est un travail qui a pu voir le jour à travers un apport scientifique. Il a dit dans son livre tout ce qu'il fallait pour que l'Afrique soit libre. C'est ça. Bok Bassong, chers followers, sur Infobrut Mali. Bok Bassong, la Renaissance africaine. Quand nous serions là, avec notre ami Bokoum, à qui une fois de plus nous disons merci d'être là. De l'autre côté de la réalisation, c'est une brillantissime dame à qui nous disons toutes les félicitations. Je bosse beaucoup plus avec les M, tout ce qui est masculinité là. Cette fois-ci, c'est F. Au féminin, de l'autre côté, quand c'est la B vitesse. Voilà. La régie, elle va très vite sûrement me filer, n'est-ce pas, son nom et son prénom. Il y a également un jeune homme qui nous écoute avec beaucoup d'assiduité. La Renaissance africaine. Alors, Roger Sessoukwasi, qui est Bok Bassong? Alors, je peux dire que la Renaissance africaine. C'est à travers le professeur Omotoumbi que nous l'avons compris. Et c'est quelqu'un qui a produit assez. Énormément, oui. Assez pour que... Il vit au Cameroun, je pense. Voilà. Qui a produit assez pour que la jeunesse se rende compte de son histoire. Et lorsque vous vous rendez compte de vos histoires, vous savez là où aller. Et c'est là que nous parlons de la Renaissance. Et pour ne pas vous couper, Omotoumbi a été même un produit des professeurs comme Camerounais. Il l'a dit lui-même. C'est ça. Et je peux aussi dire que, en faisant un peu de comparaison avec la Renaissance italienne, qui est donc la Renaissance européenne, et ce sont de ces génies qui, à travers leurs œuvres, ouvrent la voie. Et nous parlions tantôt de l'entrepreneuriat. C'est ça. L'Italie a connu deux familles qui se sont très tôt lancés dans l'entrepreneuriat. Juste après le retour de la guerre. Voilà. Et ceux-là ont commencé par une des familles vendait de l'eau potable.
puisqu'ils étaient établis au bord du fleuve. Et ils bantaient de l'eau potable. Ils se sont fait un peu de richesse. Ils ont évolué. Et c'est eux qui ont propulsé le grand génie que l'Italie a connu. Michel-Ange, Léonard de Vinci et beaucoup d'autres. Exactement. Ouais. J'ai été commissionné à faire un documentaire sur le printemps. Je ne sais pas si vous connaissez le tableau Printemps de Sandro Botticelli. Alors, Sandro Botticelli, c'est un grand artiste. Son tableau est visité par mensuellement au moins 1 million de touristes. Chaque année. Chaque année. Non, chaque année, mensuellement. Chaque mois. Donc, chaque mois. Chaque mois. Et ce sont des touristes qui payent l'entrée. Mais la grande galerie de Florence est visitée par ces touristes. Et c'est un tableau, quand je suis allé à faire mes recherches, j'ai vu qu'il y avait la pharmacopée, il y avait l'environnement, il y avait des personnes. Le tout sur le même tableau. Et vous allez identifier au moins 500 espèces entre les personnages humains, arbres, arbustes, fleurs, plantes médicinales, sur le même tableau. Qui a à peu près quelle dimension, le tableau? À peine 2 mètres, 1 mètre 50 sur 1 mètre. 2 mètres, voici. Alors, c'est quelqu'un, ce sont des gens, à voir simplement le contenu de ce tableau, puis voir toute l'histoire. Le mode de vie qui est population. Vous voyez un peu? Donc, et pour le promouvoir, il a fallu qu'un mécène, un grand commerçant, dise mais ça là, on ne peut pas le cacher au monde. Et voici que c'est un tableau qui est devenu la richesse de Florence et de l'Italie. Voilà, un peu comme Léonard de Vinci, tout ce qu'il a pu faire, ce sont ces richissismes qui ont travaillé. Il faut aussi citer Picasso et plusieurs. Oui, voilà. Même si beaucoup, je reste avec Roger Sessokwasi, ont beaucoup copié l'Afrique, mais ne mettaient pas cela en évidence dans leurs discours et propos auprès des journalistes. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Et tout est caché. Parce que c'est un rapport de force. On veut être toujours au-dessus des autres. Alors, on ne fait pas voir le génie de l'autre. C'est pourquoi nous tenons à valoriser le génie. Si nous sommes avec Aigonga, par exemple, aujourd'hui, chef followers Roger Sessokwasi aussi, le président mondial du Komopa. C'est juste pour dire que l'Afrique avait déjà donné, mais continue de donner au monde. À ce niveau, Aigonga, l'Afrique a donné, et certains disent que l'Afrique n'a pas été malin, parce que l'Afrique donnait sans compter, et les autres avaient des idées derrière. Et cela... Non, mais les autres prenaient aussi sans compter. Oui, mais avec des idées derrière, parce que ils avaient des idées de domination. Ils sont venus ici s'imprégner des connaissances grandioses, et c'est même plus tard qu'on a su qu'ils se sont formés dans des berceaux mystiques, n'est-ce pas, de l'éducation et de la connaissance de l'Afrique. Et jamais de leur vivant, ils ne parlaient de l'Afrique. Voilà. On connaît des récits dont certains se sont appropriés, tels que La Fontaine, qui effectivement sont des récits appartenant à la culture africaine. C'est ça. Et donc, avant de rebondir sur ce que vous avez dit, si je dois rappeler que le panafricanisme, vous savez que quelqu'un comme Kwame Nkrumah a été le produit, quand il a quitté l'Angleterre, il est allé aux États-Unis, et il a été formé par les Dubois, les Padmore, et les Marcus Garvey. C'est eux qui l'ont permis d'aller à l'université. Et ils l'ont préparé pour qu'il vienne en 57 prendre le pouvoir au Ghana. Et ils l'ont accompagné, Padmore et Dubois, et Sir Arthur Lewis, qui est le seul noir prix Nobel, avec George Schultz, pas seul. Jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours, c'est le seul.
Jusqu'à nos jours, il n'y a pas un noir. Jusqu'aujourd'hui, il y a des littératures, juristes, quoi, tout ça. Non, économie, il est le seul. Et il est d'où? Il est de Sainte-Louis, Trinidad et Tobago. Et il a été le ministre des Finances de Nkrumah de 57 à 63. Arthur Zewis, que moi j'ai eu la chance de rencontrer en 1980 à la conférence ACPCE à Lomé. À Lomé au Togo. À Lomé au Togo. Et donc j'ai eu à discuter avec lui, brièvement comme j'ai eu à discuter avec Cheikh Anta Diop, hein, le 10 janvier 1986 à Yaoundé. Vous voyez à peu près. Donc, les panafricanistes ne se sentent pas maliens, sénégalais, tchadiens, là où l'Afrique a besoin d'eux, ils sont. Et Sékou Touré a donné un deuxième exemple. Quand il a dit non, il fallait voir tout ce monde qui a couru. Il y avait des espions, il y avait des faux parmi eux aussi, qui étaient envoyés par les Blancs pour venir torpiller la révolution. Mais beaucoup qui étaient venus, c'était des gens sincères, qui venaient contribuer. Je crois que... Par exemple, dans le domaine culturel, tel que Myriam Makeba. Myriam Makeba. Myriam Makeba. Et même, après même Nkrumah, quand il a perdu le pouvoir, il s'est retrouvé en Guinée. C'est ça la solidarité panafricaniste. Donc, c'est un mode de vie, mais c'est une conviction. Si tu n'en as pas une conviction, tu ne peux pas t'engager. Et c'est pourquoi on ne sort pas de cette ville. On croit et on fait avec ça. Voilà, à peu près. Donc, voilà, donc continue et puis peut-être... Roger Sessou aussi, malgré ses écueils, malgré ses équacs, on va dire quoi? Le panafricanisme résiste ou le panafricanisme existe? Alors, je peux dire les deux. Oui. Résiste, existe et résiste. Parce que je disais tantôt que c'est quand même quelques siècles. Hein, ça fait depuis 1791. Et certains disaient que la pensée a connu un péché originel. Parce que au moment où Fatima Mambo organisait les frères réduits en esclaves, il demandait à tous de se réunir pour une cérémonie. Et ce jour-là, son frère, Toussaint Louverture, a refusé d'y prendre part. Parce qu'il ne se sentait pas dans la cérémonie, dans le type de cérémonie que Mambo voulait exécuter. Et lui se sentait chrétien. Mambo voulait aller avec la tradition africaine pour sensibiliser ses frères. Et donc, il n'était pas. Et là, c'est depuis l'origine même que la pensée panafricaine a connu ses déboires. Mais bon, elle résiste. Merci. Elle résiste parce que, si nous parlons encore aujourd'hui de la thématique, c'est parce que nous avons quelques grains encore de la pensée qui nous taraude la tête. Et que, une fois moulé dans le système, on ne peut, parce qu'on n'a pas encore connu ce que j'appelle cette libération totale de l'Afrique. Et tant qu'on ne l'aura pas, nous continuons la lutte. Et je vous dis que la lutte a pris une autre dimension. Nous sommes dans la pédagogie panafricaine. Nous enseignons, comme l'a su bien initier le professeur Honorable Gessi, c'est des étudiants qui passent dans notre institut, qui reçoivent des cours, qui reçoivent des enseignements sur l'endogénéité et qui doivent se connaître eux-mêmes d'abord. Lorsque nous voulons aller vers les autres sans se connaître, c'est un leurre. C'est un leurre. Et là encore, je vous dis que qu'est-ce que nous faisons en ce moment? Et nous sommes en train de préparer un grand sommet avec une structure nigériane dénommée TIPATI. Ça, c'est le dialogue panafricain. Et nous travaillons pour ouvrir les portes des universités à l'enseignement panafricain. Ah, très bonne nouvelle. Ah oui, parce qu'il faut lever le tabou qu'il y a sur la pensée.
Certains pensent que être panafricain, c'est être rebelle, c'est être radical, c'est être quelqu'un qui est toujours contre le gouvernement, qui est toujours contre les politiciens, mais c'est pas ça. Certains appellent même les panafricanistes les aboyeurs. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est une démarche scientifique. Ça, il faut le dire. Une démarche scientifique qui intéresse la jeunesse aujourd'hui. Nous devons leur dire ce qu'ils sont. Lorsque tu ne te connais pas, tu ne peux pas savoir là où tu vas. Exactement. Et donc, nous enseignons l'Afrique aux jeunes Africains. Et c'est ce que nous sommes démarche. La nouvelle race d'entrepreneurs. Et donc, à la conférence prochaine, il y aura un bon groupe de recteurs universitaires, de recteurs de nos universités africaines, pour venir réfléchir avec vous, pour que nous examinions ensemble les modalités pour que les curricula que les différentes universités vont élaborer prochainement dans le cadre de l'enseignement du panafricanisme puisse être une chose réelle. Une adéquation avec voilà. Quelque chose de palpable. Voilà, de palpable. Donc, ici, nous lançons déjà un appel à nos universités maliennes pour que d'ici la prochaine assemblée, à la prochaine conférence que nous ferons au Bénin avec Tipadi en 2026, qu'ils puissent nous envoyer des représentants. Parce que déjà, beaucoup d'autres recteurs sont déjà bien sensibilisés pour y être. Et même la plupart, n'est-ce pas, des conférences, débats qu'on va organiser ici sur place, on a besoin de ces intelligentsia qui viendront chacun, nous espérons, munis de leur humilité possible pour que le message et les échanges puissent passer en parlant de conférences, en parlant de connaissances, en parlant de l'éducation, en parlant du savoir. On oublie toujours d'insister que le Mali fut à la base de beaucoup de choses. La première université africaine, c'était ici au Mali. Au Mali, et on ne dit pas la vérité, par exemple, concernant un Malien qui, effectivement, fut le premier noir à découvrir l'Amérique. C'est ça. Ça se raconte un peu partout que c'est un certain Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique. J'aimerais préciser ici, chers followers, n'est-ce pas? Et de commenter. Et je vais vous dire que comment ça, bonne histoire, il dit Christopher Colomb is a liar, il n'a jamais découvert. C'est clair, c'est connu de tous. C'est un principe somalien. C'est ça. Qui était le roi, qui a laissé le trône. C'est ça. Qui a fait. Il s'appelait, si je ne me trompe pas, Moussa Kankan. Non, Kankan Moussa. Voilà, Kankan Moussa. Merci beaucoup à Sibi du côté de la régie. Je parle de Sibi au féminin, chez Followers. Ici au Mali, on essaye de s'ouvrir. Je crois également, mon ami qui assiste s'appelle, sauf si je me trompe, Modibo Diarra, à qui je dis bonjour. Merci à Sibi, qui a parfaitement joué son rôle sans que chez Followers, vous vous rendez compte de pratiquement de rien. C'est comme ça qu'on intercommunique dans ce studio. Alors, comment peut-on donner cette connaissance du savoir? Parce que on peut le dire, étant dans l'autarcie, étant dans des véhicules publics, étant en route, on dit que non, ce n'est pas Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique. Et certains Africains peuvent même commencer à vouloir il y en a qui ne croient pas. Mais de toute façon, il y a un lavage de cerveau. Il y a un lavage de cerveau qui fait que on ne croit pas à la vérité. Ce que l'Africain n'est pas capable. Je vous dis par exemple. Si c'était le professeur maçon menuisier Leblanc qui était assis là, le message passe. Vous savez, il dit la vérité. Mais quand c'est Ibrahim, il dit qu'il maîtrise les mathématiques, il reconnaît du savoir par rapport à la maîtrise de l'économie sur le plan national et même sur le plan de l'AES. Beaucoup croisent les doigts, nous regardent et disent mais qu'est-ce que cela raconte ce monde-là? On était en 95, j'étais ici à Bamako, nous étions allés au Codesria avec un thème sur la fonction de production. Et j'avais pratiquement remis en cause la fonction de Cobb Douglas que nous enseignons aux étudiants. Et il y avait des Canadiens
puisque ceux qui ont financé nos déplacements, ils étaient dans la salle. Et après ma présentation, des questions fusent pour me perturber. Mais je répondais avec des démonstrations rigoureuses. Des démonstrations infaillibles. C'est ça, infaillibles. Et donc, à la fin, on a cessé le débat, mais on m'appelle dans le couloir. Ça, c'est Albert Ondo Ossa, et un Camerounais qui était le chef qui était le directeur de RPI, Réseau de politique industrielle en Afrique. C'est un jeune Camerounais, là, qui est maintenant au Zimbabwe. Maintenant, qui est retourné au Cameroun. Ils m'ont appelé dans le couloir, ils m'ont dit, mais Ibrahim, tu sais, le billet d'avion que nous t'as envoyé de Bamako et tout, ici, non? Ce sont ces Canadiens. Mon Dieu, ce sont ces Canadiens qui ont payé le billet et tout ça. Mais tu remets en cause tout le système là, mais qui va nous financer? Hein? Qui va nous financer? C'est difficile. C'est comme ça que j'ai rompu avec Odysseus. Quand je suis revenu à Bamako, mes camarades qui étaient avec moi, ils disent que Kimto était un extraterrestre. Devant les autres à Dakar. Donc, ils ne pouvaient pas croire qu'un Africain peut remettre en cause. Et je dis encore, Amadi Ali Dieng, qui est marxiste sénégalais, quand j'ai contredit la composition organique des capitales de Karl Marx, j'ai dit que la formulation C sur V par Karl Marx là ne permettait pas de démontrer l'exploitation de l'homme par le capital. Et j'ai sorti une nouvelle composition organique du capital où il y avait les salaires et le capital, ou l'autre. Mais on m'a dit que toi, tu n'es pas un marxiste, et on m'a renvoyé du groupe. Et c'est comme ça que j'ai connu Wad. Wad m'a fait appel. C'est comme ça qu'on a travaillé avec Wad et on a créé le ministère de l'intégration africaine. Chers téléspectateurs, je vais vous annoncer une mauvaise nouvelle. Vous savez, on va arrêter là. Nous sommes dans l'obligation, le temps joue contre nous. Et ce n'est que la genèse de notre présence sur ce plateau Prestige, Info Brut Mali. Nous aurions l'occasion, en long et en large, n'est-ce pas, de nous mettre en phase avec la volonté, n'est-ce pas, des responsables, notamment beaucoup, n'est-ce pas, qui a été quelqu'un dont le sens de l'ouverture, n'est-ce pas, nous a tous frappés. Nous remercions sincèrement Simi du côté de la régie. Merci à Diarra de nous avoir également assistés. Merci à vous si vous arrivez. Ne scrollez pas beaucoup, hein, restez concentrés. Il faut que c'est pas facile, vous savez, avec les réseaux sociaux, ça va très vite. Mais pour rassurer le professeur Ibrahim Kimto Aigonga, Albert Odon-Ossa, sa position est connue de tous. Malheureusement, il a choisi son camp et nous n'étions pas trop surpris quand finalement il n'a pas eu accession à la magistrature suprême du côté du Gabon. Et nous avons besoin des vrais Africains, des vrais Africains, pour que finalement la vérité puisse jaillir. Votre fidélité sur Info Brut Mali, n'est-ce pas, nous donne beaucoup de vigueur et grâce à nos ancêtres angélisés, nous vous remercions une fois de plus. Nous remercions Roger Sessoukwasi. Nous remercions le professeur Ibrahim Aigonga, Roger Sessoukwasi, qui pourra nous rejoindre. Il voyage, il bouge via les réseaux sociaux. Si c'est nécessaire, il sera avec nous. Je suis votre humble serviteur. Votre fidélité sans cesse renouvelée. Nous honorons.